Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, un focus en deux temps, une première partie qui sera consacrée au programme Jaffa, vous savez ces études de sol qui sont opérées justement dans les jardins familiaux pour détecter les niveaux de chlordécone. Ce sera donc après la coupure pub de 19h et après celle de 19h30, eh bien, je recevrai Laurence Romana qui est chercheur à l'Université des Antilles et de la Guyane et qui se présente pour les élections à la tête de la présidence de l'UA. Et avec elle, elle nous présentera justement le programme de son équipe qui est mené par Monsieur Hunel. Mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mercredi 9 février 2022, un triste jour aujourd'hui puisque nous avons appris le décès de Luc Montagnier, ce prix Nobel de médecine qui n'a cessé d'alerter effectivement pendant cette crise Covid. Professeur Luc Montagnier qui ne peut même pas pour l'instant reposer en paix vu qu'il y a une polémique autour de son décès, vu qu'il n'a pas été confirmé par certains médias nationaux. Mais en tout cas, François a déjà sorti l'info et on adresse donc nos condoléances à sa famille. Et suite à la dégradation de leur établissement avec de l'huile de vidange, la communauté scolaire du collège Aurélie Lambourde des Abîmes s'est mobilisée ce matin. Maxime Morel s'est rendu sur place. Il est important que toute la communauté éducative dans son ensemble soit réunie pour faire bloc. Et en fait, l'idée, c'est resanctuariser ce lieu qu'est l'école. Et effectivement, on a souffert de 2 années de Covid. Aujourd'hui, il est hors de question d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. On a affaire de la violence gratuite. Nous avons déjà assez de difficultés concernant le Covid avec les fermetures de classes à cause des cas contacts, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve pénalisé à nouveau à cause d'individus néfastes pour la société. Moi, je dirais carrément néfastes pour la société, puisqu'ils ne pensent pas aux élèves, ils ne pensent pas à l'avenir de la Guadeloupe. Et je condamne formellement cette chose. Et aujourd'hui, je représente la mairie, je représente les parents d'élèves, je représente toute la Guadeloupe en général, puisque je pense que tous les parents doivent condamner ce type d'action. Nos enfants étaient dépités, il y avait la peur, la stupéfaction sur leur visage. Ils n'ont pas compris pourquoi, ils se posaient la question, qu'est-ce qu'on a fait? On nous empêche d'aller à l'école. Déjà qu'avec la crise sanitaire, on a loupé beaucoup de cours et on a du mal à suivre. Si en plus il y a des personnes qui font des choses comme ça à notre collège, c'est juste inadmissible. Malheureusement, les premières victimes, ce sont les enfants qui représentent l'avenir du pays. En faisant cela, ce sont les Guadeloupéens même et les petits Guadeloupéens qui feront la Guadeloupe de demain que vous pénalisez. J'ai envie de dire, c'est presque devoir le venir pour défendre notre collège parce que c'est du non-respect que de venir le dégrader de cette manière-là. C'est pas normal. C'est pas civilisé de faire ça, c'est pratiquement inhumain en fait. C'est quoi Pourquoi faut faire ça? Moi, je trouve ça criminel. Hypothéquer l'avenir comme ça des enfants, je mets ça sur le compte de l'ignominie et je trouve ça vraiment abject et absurde. C'est une forme de lâcheté parce que les écoles sont dégradées, on n'a pas de revendications. Personne ne dit rien, on arrive le matin, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que l'école est dégradée. Donc je trouve que c'est une forme de lâcheté. Alors, énormément d'adjectifs forts pour dépeindre effectivement cette situation. Et en parlant de situation, eh bien la ficelle liée à l'épidémie de Covid-19 s'améliore depuis plusieurs semaines, mais pas de quoi apaiser l'Agence régionale de santé et la préfecture. Malgré une baisse de 36% des contaminations et un virus moins agressif, ils sont toujours sur le qui-vive. Le taux de positivité est de 17%. Il est toujours élevé, mais vu le nombre de prélèvements, bon, ça va de soi. Le taux d'incidence continue sa descente en flèche et passe de 2100 la semaine dernière
à 1300. 12 patients Covid en soins critiques sont répertoriés, dont 5 personnes qui sont vaccinées. On nous a fait tout un topo, un débrief sur leur schéma vaccinaux, mais toujours est-il qu'ils ont au moins une dose. 13 décès sont enregistrés avec une moyenne d'âge de 85 ans. Au niveau de la vaccination, les chiffres n'évoluent pas vraiment. On serait à 45% de primo-injection et 20% de schéma vaccinaux complet, c'est-à-dire à 3 doses, n'est-ce pas? La question des traitements a quand même été abordée lors de ce point Covid, avec effectivement l'antiviral, le Paxlovid, qui est un comprimé dont on vous parlait hier, et les anticorps monoclonaux, eux, qui sont administrés par intraveineuse, donc seulement à l'hôpital. En tout cas, il y a 3 traitements qui sont disponibles en Guadeloupe. Pour ce qui est des mesures de sécurité, eh bien, le couvre-feu passe de 22h à 5h du matin. Les rassemblements de 6 personnes sont terminés, donc on pourra être plus nombreux. Les pique-niques, on vous autorise de nouveau à pouvoir pique-niquer aux abords des cours d'eau, donc plage et rivières. Mais bon, la mesure principale, c'est finalement ce couvre-feu. Mais avait-il le choix quand on voit le déboulé de dimanche? On écoute Alexandre Rochat. Le dernier point que je souhaitais mentionner, ce sont les activités de carnaval et les déboulés qui se sont organisés, notamment le week-end dernier. Nous avons maintenu le contact avec les groupes carnavalesques. Il y a des réunions qui se sont déroulées cette semaine, qui se déroulent encore aujourd'hui, qui se dérouleront demain. Il y aura d'ailleurs un point presse qui sera effectué demain, en particulier sur ces activités. Comme je l'ai dit, nous progressons dans l'activité de la 5e vague ou dans la 5e vague Covid, et avec, on l'espère tous, une période autour des jours gras qui seront plus favorables d'un point de vue de l'épidémie. Il faut donc que nous puissions travailler à ce que le carnaval puisse non pas s'organiser comme il a été il y a 2 ans, mais vraisemblablement trouver une autre façon de s'exprimer, en respectant les gestes barrières et en portant les masques qui me semblent être indispensables. Et donc c'est à ce titre que nous travaillons avec les groupes carnavalesques, mais un point sera fait demain. Donc les jours gras comme à l'ancienne, ce ne sera pas pour tout de suite, vous l'aurez compris. Vu le timing et les conditions de sécurité, les fédérations tentent tant bien que mal d'organiser des parades. Dès le dimanche 13 février, les carnavaliers pourront défiler, mais masqués, vous avez compris. Le reportage. Un dimanche gras, mardi gras, mercredi décembre, je ne pense pas que ça pourra avoir lieu comme par le passé, dernière édition 2020. Non, je pense qu'aujourd'hui, la tâche a été prise par la préfecture pour demander à tout un chacun de s'autogérer. Donc s'autogérer, ça veut dire que nous devons dans un premier temps, au niveau des groupes de carnaval, quels qu'ils soient, de s'autotester en priorité avant de sortir lors des défilés et des déboulés. Et surtout, demander à la population qui vient à Pointe-à-Pitre ces futurs dimanches, le 13, le 20, le 27, le 1er mardi gras et le 2 mercredi décembre, de porter le masque. Donc on essaye tant bien que mal d'organiser quelque chose. Et je dis bien, si les choses vont mieux et si la décision prise par Cap Excellence du président Jalton, et à partir de cela, avec l'État, et de se dire qu'on pourrait éventuellement avoir un périmètre de sécurité fait sur Pointe-à-Pitre dès dimanche 13, le 20, le 27, le 1er et le 2 mars. Un périmètre de sécurité qui pourrait permettre aux carnavaliers d'évoluer en toute quiétude. Mais, comme je dis, les groupes se font tester dans leurs locaux, et le public qui viendra à Pointe-à-Pitre ces jours-là, surtout, nous vous demandons de porter le masque. Une petite organisation que nous mettons en place entre le 21 et le 27, ça va s'appeler le Mas Espoval. Donc ce sera une exposition de costumes de groupe. Tout ça se passera au pavillon de la ville. Donc nous aurons des costumes, nous aurons des images, des photos, des vidéos. Concernant les photos des groupes de carnaval, pour cette exposition qui va avoir lieu au pavillon de la ville entre le 21 et le 27.
Et à partir du jeudi ou du vendredi soir, nous ferons un panorama musique sur le kiosque de la ville de Pointe-à-Pitre, la place de la Victoire, le kiosque. Et là, nous pourrons voir aussi quelques groupes de la région pointoise performer, jouer pendant une demi-heure, 3/4 d'heure sur la place de la Victoire. Donc, c'est la seule organisation mise sur pied par le groupement en partenariat avec Cap Excellence, la ville de Pointe-à-Pitre et quelques partenaires privés là-dessus. Donc, voilà un petit peu ce qui nous attend au niveau du groupement sur la ville de Pointe-à-Pitre. De toute façon, les groupes ont déjà prévenu que quoi qu'il arrive, ils vont débouler. Et vous le savez, Valérie Denux ne va pas tarder à nous quitter. Elle va être remplacée par Monsieur Légendard, qui prend ses fonctions à la tête de l'ARS aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu Florel Bradamantis pour le point Covid du jour. Il ne doit pas être encore tout à fait au point justement sur nos chiffres. Donc on lui laisse encore un petit peu de temps. On devrait le découvrir la semaine prochaine, j'imagine, ou un peu avant, puisqu'il doit y avoir un point intermédiaire peut-être vendredi. On attend de voir. En tout cas, avant son départ, Valérie Denux a mis en place une commission qui s'occupe du remplacement de nos soignants suspendus par des personnes diplômées hors Union européenne. On l'écoute. On essaie de recruter, bien sûr, mais on a aussi mis en place une commission. J'ai mis en place une commission pour les professionnels de santé avec des diplômes hors Union européenne. On a déjà recruté 36 personnes qui sont des spécialistes, mais étrangers à l'Union européenne et qui ont été bien sûr validés par une commission d'experts avec des gens qui sont de la même spécialité qu'eux et qui arrivent sur notre territoire. Donc, on a vraiment avancé sur la démographie médicale sur le territoire. Il reste encore bien sûr du travail et des efforts à faire. Et afin de mieux écouter les petits séismes et vérifier si la soufrière se déforme, de nouveaux capteurs seront implantés sur le volcan. Pour ce faire, des opérations de forage seront menées sur 3 sites, dont la Savane à Mulets, territoire du parc national. Des travaux dans un écosystème préservé et qui nécessiteront une logistique toute particulière. Olivier Félix est parti en repérage avec les équipes en charge des opérations. Le reportage. On va réaliser 2 forages, un à 10 mètres et un à 50 mètres de profondeur, qui vont permettre de mettre en place des équipements pour surveiller l'activité hydrothermale et sismique de la soufrière. Donc on est missionné pour réaliser ces forages sur 3 sites différents, la Savane à Mulets, un site à Saint-Claude, à Parnasse, et un site près des chutes du Carbet. Et effectivement, le site de la Savane à Mulets est particulier puisqu'on est dans l'enceinte du parc national. Donc nous, de notre côté, on doit veiller à respecter les contraintes environnementales, notamment pas de rejet d'hydrocarbures, utilisation de graisses biodégradables, évacuation des résidus, des déchets, etc. pour veiller à ce que l'équilibre soit respecté sur le site. On va écouter les petits séismes qui sont dus à son fonctionnement, à l'activité volcanique, mais aussi mesurer l'inclinaison du sol avec des inclinomètres. Ça va nous permettre de voir si la soufrière se déforme. Quand on a des entreprises qui interviennent, vous avez souvent du matériel lourd, des tractopelles, etc. Il peut y avoir des fuites de carburant, il peut y avoir aussi le tractopelle va faire demi-tour, il va vouloir peut-être rentrer un peu plus loin dans la végétation. Donc là, on a délimité une zone de travaux et ils vont devoir travailler dans la zone qui a été établie. Voilà. Donc sans compter qu'ils ne doivent pas laisser jeter n'importe quoi sur le chantier. Enfin, il y a des normes qui ont été définies par un cahier des charges et que nous, on s'applique à vérifier que ça a été respecté. L'évolution de la soufrière, elle se fait comme ça depuis quelques années. Donc on est en lente augmentation de l'activité. Il y a eu un petit boom, on va dire, en 2018 avec un séisme largement ressenti. Et on a eu un changement quand même un petit peu dans le régime de fonctionnement au niveau des séismes, avec tous ces micro-séismes qui se produisent par essaim et sur lesquels on fait des communiqués. Il y aura un périmètre de sécurité déjà parce que ça va être creusé, il y aura des engins de chantier. Les gens vont pouvoir quand même monter à la soufrière.
mais le chantier sera délimité, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'incidence pour les visiteurs, à part une incidence visuelle ou sonore par rapport au bruit de chantier, mais bon, c'est normal. Parlons de Mathieu Gama maintenant, qui poursuit la promotion de son ouvrage Le jour où les Antillais feront peuple, un essai qui pousse à s'interroger sur ce que nous sommes et notre identité à définir. On l'écoute. J'ai choisi comme titre pour mon livre Le jour où les Antilles feront peuple. C'est une projection dans le futur de la Guadeloupe, dans le futur de la Martinique, pour justement inciter le peuple de Guadeloupe, le peuple de Martinique à s'interroger sur notre ambition collective. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de tout ce qu'on est, de tout ce que nous sommes capables de faire, de tout ce que nous avons comme élan, comme ballon en nous, pour faire ensemble et mieux vivre ensemble. C'est une envie irrépressible. Je ne pourrais pas te dire exactement d'où ça vient, si ce n'est que ça vient de mes tripes en fait. Moi, je suis guadeloupéen, je vis en Martinique et à un moment, j'étais contraint, obligé d'écrire pour répondre aux questions que moi-même je me pose. Tu vois, sur la Guadeloupe, sur la Martinique, sur notre manière de vivre en fait, sur quel vivre ensemble on choisit pour nous et pour nos enfants. C'est un auteur que j'ai rencontré donc en 2020 afin qu'on puisse mettre son livre en audiobook. C'était en tout cas le défi que notre société avait dans la boîte. Et nous avons réussi à le convaincre de travailler avec nous. Donc aujourd'hui, on peut retrouver son livre en audiobook et nous sommes donc dans la continuité de ce que nous avons commencé avec lui, à savoir diffuser au plus grand nombre son ouvrage et le faire connaître à travers des animations littéraire. J'allais d'abord écrire pour mon peuple. Ensuite, ce qui est formidable avec la littérature, c'est que tu écris un livre et qu'il est lu dans certaines parties du monde où tu ne t'attends pas à ce qu'il soit lu. Mais ça, j'ai envie de dire, ça c'est la traversée que fera le livre, que choisira de faire ou pas le livre. Moi, ma vocation, c'était vraiment de poser cette question-là dans le débat guadeloupéen et martiniquais. Et j'ai écrit pour les miens, vraiment. Je l'ai lu, je l'ai écouté, je l'ai corrigé, je l'ai relu, je l'ai encore réécouté. Alors c'est un ouvrage que je conseille à tout un chacun, c'est-à-dire qu'il y a des classiques qu'on doit avoir dans sa bibliothèque et celui-là doit devenir un classique du genre pour qu'on puisse enfin se comprendre et au-delà de se comprendre, pouvoir avancer. Parce qu'une fois que les mécanismes de base sont connus, on peut aller beaucoup plus loin et c'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas de limite dans la création et dans ce que nous sommes. On sent bien que le système qu'on nous fait supporter n'est pas le nôtre, il ne nous correspond pas. Le roman national français occulte tout ce qui vient des Antilles et toute la contestation qui est née aux Antilles. Et d'ailleurs, il n'est pas adapté à qui nous sommes. Donc il nous faut construire notre propre roman et il faut le faire avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Et donc on a besoin de s'asseoir autour d'une table pour en discuter. Mathieu Gama qui nourrit sa réflexion justement grâce à ce type d'échange, comme c'était le cas à Morne-à-l'Eau. Il sillonne un peu partout d'ailleurs. Et le président de la Fédération des centres sociaux et socioculturels est de passage en Guadeloupe. Il se réjouit de l'essor de ce type de structure sur notre territoire et le foisonnement d'idées autour de ces projets. De son côté, la communauté d'agglomération Cap Excellence qui le reçoit souhaite bénéficier de l'accompagnement de cette fédération pour mutualiser les actions des établissements de vie sociale. Le reportage. L'objectif de ma visite, c'est de rencontrer les acteurs de l'animation de la vie sociale sur ce territoire, sur cette EPCI. Il y a eu un très fort développement des centres sociaux et des EVS depuis 3 ans sur le territoire de la Guadeloupe. Une forte vitalité des acteurs associatifs et des acteurs municipaux. Une très belle énergie, des très belles compétences, des très bons projets. Tout ça a été appuyé par une politique volontariste de la CAF. Nos partenaires sont bien évidemment la CAF, la Fédération des centres sociaux de France, et nos partenaires aussi de proximité opérationnels, le tissu associatif qui est déjà labellisé pour certains en EVS et pour d'autres en centres sociaux. La fédération en Guadeloupe, notre fédération, elle a signé une convention avec la CAF de Guadeloupe pour développer, comme je le disais, les centres sociaux et les EVS en Guadeloupe. Il y en avait très très peu il y a quelques années et
suite à une décision de l'État et de la Caisse nationale d'allocation familiale, il y a un développement partout en Outre-mer et particulièrement en Guadeloupe, il y a quelque chose qui se passe parce que, comme je disais, des vrais savoir-faire déjà et puis une politique volontariste. Donc nous, on accompagne dans l'identification des structures qui pourraient devenir des EVS et des centres sociaux. Une fois qu'on accompagne dans leur agrément et après, une fois qu'ils sont agréés EVS ou centre social, on les accompagne pour progresser, se qualifier les acteurs, etc., etc. Donc ça, c'est le premier champ. Et on aide à la structuration par la création d'une tête de réseau via une fédération parce qu'on pense que plus fort, on est meilleur et donc on aide les acteurs de Guadeloupe à se regrouper. Eh bien, nous attendons tout simplement une mutualisation, bien évidemment, des moyens, mais surtout fédérer les EVS, les établissements de vie sociale, et les différents centres sociaux qui seront implantés sur le territoire de la ville des Abîmes. Je les ai trouvés formidables. Enfin, moi, je suis bluffé par cette vitalité associative, par cette richesse de projets. Il y a des pépites partout sur tous les territoires. Il y a des acteurs formidables. Moi, je repars emballé des rencontres que j'ai eues, des magnifiques rencontres que j'ai faites avec les acteurs associatifs de la Guadeloupe. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et maintenant, on ouvre le volet sport avec Brice Davarin, chef de base à Cap Excellence. Bonsoir, monsieur Davarin. Bonsoir. Alors, excusez-moi, mais dites-nous déjà comment se passent effectivement les entraînements de l'équipe de France paralympique qui est actuellement sur le territoire. Donc, l'équipe de France paralympique, ils ont fait un stage en début janvier. Ils sont repartis pour faire des préparations en métropole et ils sont revenus ce soir. Ils ont atterri ce soir. Alors que les stages vont commencer vraiment demain matin. Très bien, très bien. Autrement, nous avons aussi... Donc ils apprécient vraiment pour le coup. Ah oui, ça fait 3 ans qu'ils viennent. Donc ils ont même eu des médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo depuis les stages qu'ils préparent en Guadeloupe. Il ne faudra pas qu'ils oublient de citer la Guadeloupe aux prochaines victoires. Ça a été fait, je pense. Et là, depuis le 31 janvier, nous avons aussi l'équipe valide canoë. D'accord. Qui sont là, ils sont 4 athlètes plus un cadre. Jusqu'au 19 février. Pardon. Est-ce qu'il y a effectivement une opportunité à saisir dans le cadre justement de ces entraînements pour des grosses compétitions, mais que ce soit sur plus d'effectifs, plus d'équipes et tout au long de l'année? Oui, tout à fait. En fait, nous sommes en train de préparer un projet pour être centre de préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024, voire Los Angeles 2028. Donc il y a un gros coup à jouer de par la venue de l'équipe de France dans un premier temps, mais peut-être aller aborder d'autres équipes internationales. Puisqu'on voit qu'il y a dans plusieurs disciplines, certains athlètes choisissent justement la Guadeloupe, mais pourquoi ne pas tout faire ici? Puisque pendant la période hivernale, ils n'ont pas les bonnes conditions. C'est le souhait que nous émettions, mais sauf que là pour le moment je prêche pour ma paroisse. Moi, je suis kayakiste. Depuis 3 ans, l'équipe paralympique nous a fait confiance et ça a payé au bout du compte. Donc là, notre but premier, c'est de faire venir l'équipe valide. Et une fois qu'on aura l'équipe valide, il ne faut pas que je dise ça comme ça, parce qu'on a fait 2 compétitions en fin janvier, le KKC et The Race, où on avait l'équipe de France de course en ligne présente pour venir prendre leur marque, pour voir s'ils reviennent en Guadeloupe pour préparer les Jeux Olympiques. Très bien, donc ça sent bon. Ça sent très bon. Et on a aussi un marathon à venir. Dimanche 13 février, nous avons la 21e édition du marathon de la Rivière Salée. Organisé en collaboration avec Cap Excellence, les Pépagais de la Rive Salée, donc le club local qui pratique sur la base Yves Dolmar, et le comité régional Guadeloupe de canoë-kayak. On peut encore participer? Oui, les inscriptions sont clos à partir de vendredi 17h. Il reste encore quelques jours. Quelques jours, 2 jours. 2 jours, c'est vite vu. C'est ouvert à tout le monde. Pratiquants ou non pratiquants, parce qu'on a une partie randonnée sur laquelle on peut inscrire la famille,
Voilà, il y a des bateaux qui seront mis à disposition sous forme de location, mais c'est ouvert à tout le monde, à tout public. Très bien. Matériel fourni ou pas? Je dois Matériel fourni sous couvert de la location. On voit qu'effectivement, en tout cas sur le plan d'eau de Pointe-à-Pitre, vous essayez vraiment de multiplier ce type d'activité. Ouais, voilà. Je parle de Cap Excellence, nous on travaille essentiellement avec les scolaires, mais là l'idée c'est de multiplier les supports avec la venue des équipes professionnelles, donc les équipes olympiques qui nous font la grâce de venir sur l'île et ils ont de très bonnes conditions. Donc je parle pour l'équipe de canoë qui se trouve en ce moment sur l'île, qui ont des bonnes conditions, pas de vent en ce moment, ils s'entraînent le matin très tôt, ils s'entraînent le soir un peu tard, ils ont des très bonnes conditions, ils ne rencontrent pas trop de bateaux qui sortent de la mangrove, donc les gars ils s'y plaisent. Voilà. C'est une chance de venir s'entraîner en Guadeloupe, il faut comprendre ça. Hein. C'est une bonne chance, il faut venir en Guadeloupe en fait, on va prendre la Guadeloupe. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler justement de ces entraînements de l'équipe de France qui se prépare pour les Jeux Olympiques et aussi pour ce marathon donc, qui se tiendra le 13 février prochain. On peut encore s'inscrire jusqu'à ce vendredi. 17h, les inscriptions seront clos à 17h. Donc j'invite toute la population de la Guadeloupe à venir au marathon. Et même s'ils ne pratiquent pas, le site est là. On va pouvoir voir les athlètes qu'on n'aura jamais vus en Guadeloupe. Et peut-être, on espère les voir plus souvent. Ah ben, ça viendra. Moi, je suis confiant, tout du bois. Ouais. Merci en tout cas. Merci. Et une dizaine de combattants guadeloupéens se préparent pour les championnats d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien. On fait le point avec leur entraîneur Mathieu Balagne. On se sent motivé, on se sent un peu soulagé aussi puisqu'on n'était pas sûr de pouvoir partir par rapport au contexte sanitaire, etc. Et là, faire les championnats d'Europe pour le club, c'est vraiment une belle opportunité à la fois de représenter la Guadeloupe et représenter ce qu'on est capable de faire. Donc on est super content puisqu'on a réussi à avoir une dizaine de participants, donc, dont quelques filles aussi, donc c'est une super bonne nouvelle. On a une partie des compétiteurs qui s'entraînent derrière moi. On a réussi à se préparer quand même, malgré les différentes restrictions, etc. On est quand même assez confiant de ce qu'on va pouvoir faire au niveau des championnats, même si la première victoire, c'est déjà de pouvoir y participer compte tenu du contexte. Je pense que chacun des compétiteurs a une ambition personnelle. Après, au niveau du club et dans mon rôle, moi, la première ambition, c'est déjà d'y participer, puisque je pense que c'est l'une des premières fois où la Guadeloupe envoie autant de compétiteurs sur ce championnat européen. Notre mindset qui vient de notre coach Andouilo Gouveia qui est derrière moi. Quand on fait du jiu-jitsu brésilien à The Brothers, on fait du jiu-jitsu brésilien pour la compétition. Donc tout le monde n'est pas obligé d'aller en compétition, mais les entraînements sont des entraînements soutenus. On s'entraîne 2 fois par jour parfois, 5 à 6 fois par semaine. Je m'occupe plus de mes élèves que de moi. Donc je me stresse pour mes élèves. C'est comme si moi va faire 10 combats. Parce que ce sont 10 personnes, c'est comme je vais faire 10 combats. Quand on était à Paris pour le Tour de France d'Abu Dhabi, j'ai senti la pression, pas pour moi, mais pour mes élèves. L'idée, c'est vraiment de se challenger. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire de rester en Guadeloupe et de faire des compétitions régionales et s'assurer, entre guillemets, de gagner, etc. Là, on n'est pas sûr de gagner parce qu'on va faire face au gratin européen. Mais en même temps, on est sûr, par contre, de gagner en expérience et de faire face faire l'expérience d'une compétition formatrice et qui, de toute façon, servira à la fois au jiu-jitsu dans le club, mais aussi au jiu-jitsu guadeloupéen, jiu-jitsu brésilien en Guadeloupe. Donc voilà, l'idée pour nous, c'est vraiment de participer à ces championnats d'Europe avec l'envie et en se donnant les moyens pour gagner, mais surtout en gardant à l'esprit qu'on travaille pour un objectif qui est plus global et plus large, qui est d'accompagner le développement de la pratique ici en Guadeloupe. Un reportage signé Stanley Manicor.
Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une des principales informations, à savoir que la situation épidémiologique continue de s'améliorer en Guadeloupe. Bon, ça fait plusieurs semaines que ça dure, mais l'agence régionale et la préfecture restent très précautionneux et donc ne veulent pas lever les restrictions trop vite, on va dire ça comme ça. Et donc le couvre-feu passe effectivement de 20h à 22h, donc des délais un petit peu plus conséquents pour les restaurateurs. Le carnaval est autorisé avec port du masque, donc on aura peut-être des parades avec port du masque, mais en tout cas à partir de dimanche, ça va être free, je pense, à Pointe-à-Pitre, vu ce qu'on a vu la semaine dernière, soyons honnêtes, c'est déjà parti. Donc on verra bien comment ça se goupille tout ça. En tout cas, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et dans un premier temps, nous parlerons du programme JAFA sur les jardins familiaux. Vous savez, ils effectuent des relevés des niveaux de chlordécone dans le sol et essaient de mettre au point des politiques adaptées. Pas d'interdiction de cultiver, mais plus qu'on s'oriente peut-être vers des dépollutions, des choses comme ça. En tout cas, on en parlera avec nos invités après la coupure pub. Et avant cela, je dis rapidement bonsoir, mais très rapidement à Jean Bedelbo, bonsoir à Jimmy Kamagouvalia, bonsoir à José Lita, Jérémy, à Mouton Lucide, à Miel Hip Hop, à Marius Labissi, à Marilou, à René Claude, vous discutez, à Azélia Marie, bonsoir à Kitoun Cyprien, à Fanny Deka, bonsoir à Lydie Lamaille, à Moïse Léguise, bonsoir à Mégane Maximin, bonsoir également à Suzy Bassette, à Nicolas Guéret, au général Franck Abar, à Giovanna Yoli, bonsoir à Francis Desbonnes, bonsoir à Claire Neil, bonsoir à Lucien Martilly, à Patricia de Normandie, bonsoir à Raphaël Mouniman. Oui, n'oublions pas que le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur, mais bon, je pense que par rapport au carnaval, on vous dira que comme il y a un gros rassemblement de personnes, il serait préférable effectivement que tout le monde porte le masque. On verra si ce sera respecté ou pas. Dimanche, vous avez déjà vu ce qui s'est passé. On se retrouve après la pub.